Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50. C'est parti avec ces programmes vespérales. Qui sera le partenaire fiable pour la paix en RDC après les passages des CASC, de la CAC, la SADC a clôturé ses assises à Kinshasa, le passage de Blinken, roi Philippe de la Belgique, la Russie, qui va apporter la paix dans la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC doit compter que sur ses propres efforts? Nous allons en parler avec mon invité ce soir, le professeur Abebala, lui qui draine l'expérience des négociations de paix dans la sous-région de Grand Lac. Mesdames et messieurs, tout de suite, la présentation des grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kayembe Bosobola. Jenny Kayembe, bonsoir. Bonsoir, Crispin Tibassou, bonsoir à tous. Tout de suite, les titres. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi François Béa, a été évacué en France pour une prise en charge médicale ce vendredi. Une évacuation qui intervient après la décision de la haute cour militaire de lui accorder une liberté provisoire. Il s'est tenu ce vendredi à Lubumbashi, dont les Haut-Katanga, une grande réunion tripartite regroupant la délégation de l'Inspection générale des finances, les comités de gestion et délégations syndicales de la GECAMIN et de la CNSS. L'inspecteur chef des services, Jules Alinguetti, a rappelé à toutes les parties l'urgence et l'importance de travailler dans la transparence selon les règles de gestion pour faire gagner la République démocratique du Congo, ce qu'elle a toujours perdu. En dehors de nos frontières, après l'annonce du président Touadéra le 12 août sur la tenue prochaine d'un référendum constitutionnel, les blocs républicains pour la défense de la Constitution et vent debout. Ce rassemblement d'une trentaine des partis politiques et d'associations de la société civile dénonce ce qu'ils qualifient des tentatives de violation de la Constitution centrafricaine et d'instauration d'un pouvoir totalitaire. États généraux des sports annoncés pour le 20 août à Kinshasa. Les débuts de ces assises restent hypothétiques. Jusqu'à présent, aucun franc n'a été décaissé par le gouvernement. La question de cette organisation trouvera la réponse au Conseil de ministres de ce vendredi. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tibassou pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Oui, mesdames et messieurs, après Jenny Kayembe est partie, nous allons marquer une petite pause avant de prendre notre invité du soir, le professeur Abebala. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais. faut mettre fin à la guerre dans un délai
Bref, en menant des actions tant sur le plan diplomatique, tant sur le plan politique que militaire, et cela est en train de s'organiser comme il se doit sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila. Autant, il faut aussi veiller à soutenir nos populations civiles, les déplacés de guerre qui sont nombreux dans la province du Nord Kivu. La République démocratique du Congo doit retrouver la paix sur toute l'étendue du territoire national avec ses autorités et plusieurs partenaires. Mais qui sera les partenaires fiables de la RDC? Oui, il y a eu la visite d'Anthony Blinken. Après Anthony Blinken est égal après. Avant Anthony Blinken est égal après Anthony Blinken. On constate jusque-là, depuis le 13 juin, Bunagana est toujours entre les mains de M23 soutenu par les Rwandais. Et pour cela, nous en parlons avec mon invité de ce soir, Abbé Baala, expert en la matière, négociateur dans beaucoup des assises en rapport avec la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Abbé Baala, bonsoir. Bonsoir Crispin, et merci encore une fois de m'avoir invité, à partager avec vous ces réflexions importantes sur l'actualité politique, sociale et sécuritaire surtout de notre pays. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Kinshasa Direct. Abbé Baala, la République démocratique du Congo cette semaine a vécu la tenue des assises de la SADC avec la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi qui devient le président de la SADC. Il va rendre les tabliers en 2023 au président angolais. Mais la question se pose. Est-ce que le fait que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, devient le président de la SADC, pourra jouer dans la balance, surtout en rapport avec la paix dans l'Est? Bien, Crispin, il faut d'abord savoir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a occupé également le poste de président de l'Union africaine, juste au lendemain de sa prise de pouvoir. Sachez aussi qu'il vient d'occuper le poste de président de la CAC, donc la communauté économique de l'Afrique centrale. Et notre tour était venu justement, parce que ça se fait par rotation, eh bien, d'occuper ce poste de président de la SADC, cette communauté qui est si dynamique. Vous savez que dans cette communauté de la SADC, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui font partie des BRICS. Vous savez, ces pays qui donnent des sueurs froides au monde occidental à cause du fait que le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, justement, l'Inde, sont des pays émergents, des pays qui sont en train de vouloir damer le pion aux grandes économies du monde, aux grandes puissances, entre guillemets. Et donc, le fait d'occuper ce poste pour nous est d'abord une fierté, c'est une fierté nationale, mais aussi une responsabilité, étant donné que, en fait, la SADC a joué un rôle important dans le processus de paix dans notre pays. Nous sommes allés négocier, après avoir échoué la négociation à Addis Abeba, le premier tour de négociation du dialogue intercongolais, nous sommes allés à Addis Abeba, mais quelques semaines après, à cause des problèmes de logistique, des problèmes d'organisation, on est allé sur invitation du président sud-africain. Nous sommes allés, Thabo Mbeki à l'époque, nous sommes allés en Afrique du Sud. C'est de là qu'est sorti l'accord de Sun City, qui aujourd'hui a fait, si je puis dire, le petit microcosme. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, la RDC a raison de se rapprocher de plus en plus de la SADC que de la communauté de l'Est. Pas seulement a raison, non. Notre appartenance à toutes ces communautés
des pays qui nous entourent, ces communautés sous-régionales des pays qui nous entourent, notre participation, elle est importante à cause de la grandeur de notre pays et de son importance. Appartenir aux pays de l'Afrique de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, c'est notre géographie qui le commande. Et donc, mais l'importance, et je vais le souligner, je voudrais vous rappeler qu'après avoir négocié avec le RCD, le MLC, toutes les autres composantes, comme on disait, les composantes rebelles dans les temps, à Sun City, eh bien, nous avons connu encore la guerre. Et cette guerre, c'était les résidus du RCD qui sont devenus CNDP, n'est-ce pas? Et les résidus du CNDP sont devenus M23. Les gens ne doivent pas oublier cette histoire là-bas. Lorsque nous avons pu négocier, lorsque nous avons eu un ras-le-bol, lorsque le M23 est né en 2012, alors que nous avions déjà négocié en 2009 l'accord du 23 mars. Laissez-moi vous rappeler l'histoire pour vous dire l'importance. Le président Kabila en a eu marre et il a dit « Maintenant, je comprends que les autres ne comprennent que le langage de la force. » Et il est allé chercher de l'aide quelque part. Il est allé en Afrique du Sud, il a rencontré le président sud-africain, il a rencontré le président namibien, il a rencontré le président de la Tanzanie. Il leur a demandé en ce moment-là de l'aide pour pouvoir taper sur le M23. Et ça, c'est la première intervention de la SADC. C'est la SADC qui a donné cette force. La brigade spéciale. La brigade spéciale d'intervention. Vous rappelez que le Conseil de sécurité a dit une autre force sous-régionale ne peut pas travailler de façon autonome à côté de la force de l'ONU. Et donc, les Nations Unies ont obligé la SADC à mettre cette force spéciale, cette brigade, sous commandement MONUSCO. C'est pour ça que je m'étonne d'ailleurs actuellement que l'ONU ne dise rien lorsqu'on parle de la fameuse force régionale de l'EAC, de l'East African Community. Elle ne dit rien, alors qu'avant on avait posé des conditionnalités pour que la force de la SADC, donc la Namibie, l'Afrique du Sud, puisse venir. On a demandé qu'elle soit nécessairement sous commandement MONUSCO. Et aujourd'hui, on ne nous dit pas cette autre force-là qui va venir et dont les soldats sont déjà là. Il paraît que les Burundais ont déjà traversé officiellement. Nous ne savons pas quels sont les contours juridiques de cette force parce qu'il n'y a pas eu encore ratification par le Parlement. À ce que je sache, il n'y a pas eu ratification au niveau on ne sait pas sous quel mandat. Leur mandat dure combien de temps. On ne sait pas quel nombre de soldats sont engagés. On ne sait pas avec quel armement, etc. Toutes ces choses. Et si jamais ils commettent des dégâts collatéraux sur les populations, qui va payer, à qui devra-t-on poser la question? Toutes ces choses, nous ne les savons pas. Tandis qu'avec la brigade spéciale, nous savions tout cela parce que ça avait été discuté au Conseil de sécurité qui a donné un mandat bien précis à cette force. Même si après on l'a neutralisée parce qu'elle n'a plus été agissante, parce qu'on a vu des morts et des choses, Bunagana a été prise, etc. Alors que cette force est sous chapitre 7 et donc peut intervenir militairement. Bref, la SADC a déjà agi ici et avait aidé notre armée au niveau logistique, même c'est notre armée qui était en avant avec le talentueux et courageux même à l'époque de Laurent Désiré Kabila qui avait fait appel à la SADC de pouvoir mater la rébellion qui entrait à partir du Congo central. Eh bien, l'histoire du 2 août. C'était encore une fois l'Angola qui avait maté la rébellion. Justement, lorsque James Kabarebe, chassé de Kinshasa, avait pris le Bas-Congo, donc la province du Bas-Congo à l'époque, où il a coupé le courant d'Inga, causant des morts ici. Cet homme-là, nous disons que c'est notre ami. Nous avons dit que c'est notre ami. Mais cet homme devrait normalement aller à La Haye pour ces crimes de guerre qui ont été commis, parce qu'il y a eu des enfants qui sont morts dans des choses. Vous vous rappelez la fameuse chanson du vieux Wendo Wendo Kolosoi. Oui. Hein?
Tozangi moto solo, Tozangi mai solo, Tozangi bilei solo, Tozangi bilei solo, bato bakufi na hôpital solo, likolo yaba. Non, moi je n'insulte pas. Mais bon, c'est une chanson qui existe. Oui, il porte la responsabilité de ce qu'il a dit. Oui. Mais voilà. Donc aujourd'hui, lorsque on réfléchit, on se dit, tiens, voilà un remake possible. Nous avons appris que le ministre de la Défense était allé à Pretoria dernièrement. Avant d'aller à Moscou, c'est dans l'actualité. Nous sommes en train de voir ça dans l'actualité. Nous savons donc... Il a diffusé les images du séjour du ministre en Russie. C'est-à-dire le rapprochement est total. Oui, oui, je crois que... On doit s'approcher des partenaires fiables qui peuvent nous aider à amener la paix. Mais tous les partenaires qui peuvent nous aider, non seulement à faire avancer les choses, d'abord diplomatiquement, n'est-ce pas, sont les bienvenus, pas ceux qui font la langue de bois, pas ceux qui disent une chose et son contraire. Vous vous rappelez, M. Blinken, vraiment, j'étais très déçu. C'est un homme. Quand j'ai suivi son interview avec votre collègue, votre confrère de Top Congo, sur Top Congo, j'étais très déçu. J'étais très déçu parce que quand je suis encore ce discours après à Kigali, c'était la déception totale parce que c'était un diplomate de haute facture et je croyais qu'il avait un discours, qu'il venait faire une sorte de retour en force des États-Unis en Afrique à partir de ce grand pays qu'est le Congo et dont ils ont piloté pendant tous ces temps ici, et dont ils ont piloté la diplomatie. Ils l'ont piloté. Alors, parce que c'est eux qui nous ont rapprochés du Rwanda. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis a fait son choix. Ils ont tenu le discours d'hypocrisie que nous détestons. Parce que ce discours d'hypocrisie qui met le gouvernement congolais au même pied d'égalité que le Rwanda et au même pied d'égalité que les rebelles fabriqués par le Rwanda. Vous imaginez? Que les deux parties arrêtent d'alimenter les groupes armés. Il a même cautionné une insulte que le Rwanda a faite contre l'ONU. Vous imaginez un pays membre des Nations Unies qui dit que le contingent des Nations Unies travaille avec des rebelles FDLR, donc les rebelles rwandais, et que ces rebelles rwandais travaillent avec les forces loyalistes des FARDC et avec la MONUSCO. Vous imaginez ce que ça signifie? Je n'ai jamais entendu la MONUSCO protester contre cette insulte. C'est une insulte contre les Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent pas travailler avec un mouvement rebelle. Et lui, il est allé cautionner ça. Il a dit, voilà, il faut que les uns et les autres cessent d'aider des mouvements rebelles du côté congolais. Cessent d'alimenter. Depuis quand au côté congolais? J'ai écrit un article dernièrement, et ça m'a été demandé par une revue scientifique, mais j'ai fait un résumé de cet article. Parce que j'ai compulsé des documents, des accords et des rapports que nous avions faits sur les résidus du M23 depuis la mort de leur leader Mudachu Moura. Des résidus du FDLR, pardon, donc des rebelles. Moi, je voulais démanteler et démonter ce mensonge qui circule sur la connivence entre le gouvernement congolais et l'FDLR ou avec l'armée congolaise. Alors que nous avons fait l'opération Amanileo. C'était contre les FDLR. C'était contre ces gens là-bas. Si aujourd'hui sur Radio Okapi, vous avez une émission chaque jour à 4 h du matin où on parle Kinyarwanda sur une radio qui diffuse au Congo, c'est parce que on dit il y a un programme des Nations Unies, un programme de la MONUSCO qui s'appelle programme DDRR. Là, je ne savais pas. Donc, sur la Radio Okapi, il y a Radio une émission Okapi diffuse chaque jour à 4 h du matin. Chaque jour. En Kinyarwanda. En Kinyarwanda. L'objectif, c'est? Il s'adresse aux FDLR et aux réfugiés Hutus rwandais qui sont encore au Congo de rentrer chez eux au Rwanda. Et on leur propose ce qu'on donne au Rwanda, la vie, on donne des témoignages de la vie meilleure qu'ils ont au Rwanda lorsqu'ils sont rentrés là-bas. Mais on feint d'oublier qu'à un moment donné, Madame Colette Brackman, mon amie Colette Brackman, qui ne peut pas être soupçonnée d'être anti-rwandaise parce qu'elle a montré sa sympathie envers le Rwanda plusieurs fois, elle avait écrit un article dans lequel elle dénonçait, après enquête, elle dénonçait les faux interamwe, c'est-à-dire des faux interamwe. Faux interamwe, c'est écrit noir sur blanc dans le journal Le Soir, en Belgique. Et dans ce journal, elle dénonçait le fait que le Rwanda recyclait des FDLR et les renvoyait au Congo dans les zones minières.
Dans mon film... on dit recycler. Recycler, c'est-à-dire... On les réarme. Les rebelles FDLR qui retournent au Rwanda sont réarmés et pour revenir au Congo. Oui, dans les zones minières. Dans les zones minières, et c'est eux qui organisent ce trafic des minéraux au profit du Rwanda. Vous comprenez donc qu'il y a des choses sur lesquelles nous experts, là, nous avons... Le Rwanda accrédite sa thèse nous sommes menacés à partir du Congo. Et pourtant, c'est depuis le Rwanda qu'ils sont réarmés pour retourner au Congo. Et vous posez la question, à quand date la dernière attaque des FDLR sur le Rwanda? Le Rwanda passe pour être un havre de paix. Un pays qui se développe bien, un petit pays tranquille où les touristes peuvent venir. L'oasis de paix. L'oasis de paix. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde le bordel, qu'ils sont en train de semer dans notre parc de Virunga, où ils effraient nos gorilles, où ils tirent même. Ils tirent sur une infrastructure sociale. Le patrimoine mondial. Oui, on est en train de démanteler. Il y a une centrale hydroélectrique qui est en construction là-bas à Rutshuru, dans le parc, et ils l'ont bombardé avant-hier, mardi, ils ont bombardé cette infrastructure, comme ils avaient bombardé une école, comme ils sont en train de massacrer des gens, de commettre des crimes contre l'humanité à Bunagana et partout, comme ils jettent 200 000 habitants du Nord Kivu sont en errance, ils sont en errance dans la nature, sans secours. Et tout cela, personne n'y pense, personne ne condamne, et ils prétendent qu'ils sont là pour protéger la population rwandophone. Vous imaginez donc que lui, il se prévaut, alors que toutes ces populations, celles du Nord Kivu et celles du Sud Kivu, ont dit, nous n'avons pas besoin de votre protection. Nous sommes Congolais et nous le restons, nous n'avons pas besoin. Alors, donc le Rwanda vient protéger des populations d'origine rwandaise ou parlant Kinyarwanda, qui sont des populations donc congolaises, contre une milice rwandaise. Est-ce que ça se comprend, une chose pareille? Donc une milice rwandaise est un danger pour le Rwanda, mais aussi un danger pour les populations rwandaises parlant Kinyarwanda. Il y a une question qui me hante l'esprit, professeur Bala. Vous êtes quelqu'un de très bien outillé pour avoir participé à des assises sur la paix dans la sous-région de Grand Lac, en RDC comme partout ailleurs. Oui. Vous êtes un acteur très important dans cette affaire, donc l'homme à consulter. Oui. Je me pose la question, depuis 1994, le président Mobutu, le maréchal paix à son âme, avait toujours demandé l'enquête internationale sur la mort d'Abiyarimana. Voilà. Pour lever l'équivoque par rapport à sa mort, mais aussi par rapport à la présence des FDLR en RDC. Oui. Pourquoi cette enquête n'a jamais été diligentée et la communauté internationale semble prendre que la position du Rwanda? Si, cette enquête a été diligentée, elle a abouti à des conclusions, mais si... Oui, il y a un des enquêteurs, un Australien, qui avait donné les résultats de l'enquête et qui avait bien dit que les tirs qui avaient, descendu l'avion du président Abiyarimana, tuant donc 2 présidents Hutus, n'est-ce pas? Vous imaginez ce que cela signifie au Burundi et au Rwanda, ce que ça a été comme drame au niveau politique dans la trame de leur société là-bas. Eh bien, ces tirs ont été faits à partir des positions qu'occupait en ce moment-là le FPR. Ça a été dit. Eh bien, il y a eu une enquête espagnole, parce qu'il y a eu des prêtres espagnols qui sont morts. Il y a eu une enquête française avec le juge Bruguière. Vous vous rappelez, cette enquête avait abouti à la même conclusion, que le FPR était donc responsable de cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque la France a voulu mettre en avant cette enquête, c'est le Rwanda qui est monté au créneau pour demander, qui a coupé même les relations avec la France, vous vous rappelez? Et si aujourd'hui, les nouvelles autorités françaises sont devenues frileuses à
à condamner ce que le Rwanda est en train de nous faire, c'est parce qu'elles espèrent. Vous vous rappelez que le président Macron a même permis que la ministre des Affaires étrangères rwandaise, alors que le Rwanda ne fait plus partie de la francophonie, n'est-ce pas, est devenu un pays du Commonwealth, n'est-ce pas? Eh bien, on a permis qu'elle soit secrétaire générale de la francophonie avec un pays non francophone. Vous comprenez ce que cela signifie au plan diplomatique. Alors qu'à côté, il y a... Madame Mushikiwabo. Eh bien, voilà. Donc, cette histoire là-bas, on doit admirer d'une certaine manière, si on peut dire, la diplomatie qui a su... Les autorités rwandaises ont su vendre leur génocide, n'est-ce pas, dans lequel nous n'avons pas participé. Nous en subissons aujourd'hui. Donc depuis 1994, comme tu dis, toute l'Afrique centrale est en train de subir les contre-coups d'une chose qui est, j'allais dire, une bêtise humaine et un drame, une tragédie qu'il ne faut plus recommencer. Oui, nous sommes solidaires avec le peuple rwandais pour ces drames qu'ils ont eu avec les Tutsis et les Hutus. Nous sommes solidaires avec eux. Mais nous n'avons pas participé à cela. Mais nous en subissons aujourd'hui les contre-coups et nous sommes déjà à plus de 12 millions de morts. Ça doit s'arrêter, ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ces incursions, depuis 25 ans, depuis 30 ans... Ça va s'arrêter avec la force militaire. Doit-on considérer aujourd'hui, parlons bien, il ne faut pas avoir la langue de bois, face aux arguments présentés par le ministre des Affaires étrangères américain, la RDC est orphelin. Non. Et orphelin dans le sens que les Américains ont montré réellement qu'ils prennent la part du Rwanda. Parce que lorsque c'est la prunelle de leurs yeux. Oui. Parce que il y a un aspect qui m'a tiqué dans les discours d'Anthony Blinken, qui a déclaré, il a plus d'une fois répété, le Congo de l'Est. Est-ce que c'est une façon de préparer déjà l'opinion nationale et internationale à accepter la balkanisation du Congo? Vous savez que moi, j'ai toujours été, j'ai fait un autre article dans lequel moi j'avais refusé cette histoire de la guerre de l'Est. J'ai dit, quel Est? La guerre de l'Est, c'est quoi? Et chaque fois aussi une définition de ce qu'on appelait les grands lacs. Les grands lacs africains, les gens considèrent que les grands lacs, c'est les provinces Nord Kivu, Sud Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, et aussi une partie de l'Ituri et des choses. Donc on considère cette partie-là comme... Alors les gens de Kinshasa, vous comprenez d'ailleurs justement la nuance. Oui, j'appelle ça un lapsus, le lapsus de notre ami Jules Alinguette, que j'admire beaucoup. J'aime le travail qu'il est en train de faire, oui, parce qu'il fait peur aux prédateurs et aux corrompus qui volent l'argent de l'État. Mais il a eu un lapsus aux États-Unis. Il a dit, vous savez, la guerre se passe à 2000 km. Vous comprenez que même certains compatriotes qui sont à l'ouest pensent que ce coin là-bas n'appartient pas. Alors, et ça, c'est une grave erreur. Parler comme ça, c'est une façon de préparer une opinion ou de présenter sa position sans les dire. Mais nous connaissons ce complot. Ce complot ne date pas d'aujourd'hui. Ce complot, on dit, c'est la partie utile qu'il faut pouvoir garder. Et cette histoire de République Hima, de République des Grands Lacs, République de l'Est, cette histoire là-bas a circulé. Vous avez des choses sur Internet où il y a eu des rêveurs qui ont rêvé de ça. Mais il se trompe. Il se trompe toujours. Il n'y a pas plus nationaliste que les gens qui habitent ce coin là-bas. Et un mouchi là-bas de Bukavu, de ma tribu, il se sent beaucoup plus proche du Mukongo qui est ici au Congo central qu'avec l'Ougandais qui est juste à côté. Oui, il se sent beaucoup plus proche de lui. Et c'est de là que vient toujours toute cette résistance. C'est nous qui avons résisté contre le Rwanda. Nous aurions pu accepter que quand ils nous ont amené le RCD, machin, truc, nous aurions pu accepter leur dictat. Et nous serions devenus une sorte de mais comment une souris va avaler un éléphant? C'est pas possible. J'ai dit ça un jour à des professeurs à New York et à Washington. Ils étaient un peu étonnés. Ils disaient, tant que vous n'aurez pas accepté. Oui, ils ont dit ça clairement.
tant que vous n'aurez pas accepté un certain dictat du Rwanda sur vous, vous les gens du Kivu, vous n'aurez jamais la paix. Nous avons dit, eh bien, moi j'aimerais ça. J'aimerais qu'on fasse ça, mais je ne demande pas que nous soyons annexés au Rwanda, parce qu'il ne peut pas nous avaler. Mais je demande plutôt que le Rwanda et le Burundi soient annexés au Congo, comme ça a été du temps du Congo belge. Rwanda-Urundi. Parce que ces gens-là passent le temps, ils n'ont que 2 tribus, ils passent le temps à se battre, et ils viennent se battre sur notre territoire. Hein? Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, faut-il courageusement, finalement, que la RDC puisse s'ouvrir à la Russie? Parce que le bloc occidental a démontré, a fait les choix de son camp. Pas seulement à la Russie. Nous, déjà du temps du président Kabila, c'est un secret de polichinelle. Hein? Notre armement venait de Tanzanie. La Tanzanie fabrique des armes. Vous le savez, non? Vous avez vu le président de la République recevoir longuement la dame qui préside aujourd'hui aux destinées de la Tanzanie. Cela signifie quoi? La Tanzanie a une industrie d'armement. Vous le savez. C'est Kalachnikov et c'est quoi? C'est fabriqué en Tanzanie. C'est nous qui n'avons pas encore commencé. C'est nous qui ne savons pas qu'on ne se bat pas avec les armes d'autrui. Il faut fabriquer ses propres armes. On commandait les armes en Chine. La Chine est une grande pourvoyeuse d'armes. En Corée, oui. En Ukraine, mais oui. La Russie, aujourd'hui, on le fait de façon ouverte parce que eux, ils sont verts. Mais nous n'entrons pas dans cette guerre de blanc. Oui, de blanc, cette guerre de tranchées. D'ailleurs, le ministre de la Défense l'a bien dit, il a dit, nous, notre chef de l'État est un homme qui privilégie la paix et la diplomatie. Lui considère que toute guerre est injuste. Il n'y a pas de guerre juste. Et s'il a voté contre la guerre en Ukraine, c'est parce qu'il considère qu'il y a des choses qu'on doit résoudre par par le dialogue et non pas par la guerre. Mais si aujourd'hui nous voulons faire la guerre, si nous voulons que nous soyons respectés, vous ne pouvez pas être le coffre-fort de l'Afrique. Vous ne pouvez pas avoir le deuxième poumon au niveau écologique du monde. Vous ne pouvez pas avoir l'un des plus grands fleuves et avoir les eaux douces qui peuvent arroser toute l'Afrique et laissez vos portes ouvertes à chaque chapardeur et à tout schnappant qui vient s'amuser. Vous devez avoir une armée forte. Et cette armée forte, c'est cela justement que le ministre de la Défense, le docteur Gilbert Kabanda, un digne militaire officier. Vous savez, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu un officier, un vrai officier, comme ministre de la Défense, à la tête de ce ministère important. On a eu des civils, etc. On a vu que c'est l'état-major qui avait la grande. Mais maintenant, dans la loi de programmation, nous avons un ministre de la Défense qui est volontariste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'attaque. Vous savez que les gens l'accusent des farfelus, disent qu'il est rwandais. Oui, lui qui est né à Bukavu, qui a montré son école, il est rwandais. Comme ils disent maintenant que le docteur Mukwege aussi, il est ougandais. Maître Némi est burundais. Ça, c'est les discours. Oui. Un peu fondé de toutes pièces qu'on retrouve dans... Mais nos médias aussi devraient devenir sérieux dans des questions aussi sérieuses. J'ai vu des petits pamphlets que les gens commencent, que les gens distribuent. J'ai dit aux gens, mais écoutez, soyez sérieux. Hein? Des choses aussi sérieuses. Donc un travail de fond, oui, il y a un travail de fond qui doit être fait. Oui. Au niveau diplomatique. Pour nous armer. Au niveau diplomatique d'abord. Oui. Hein? Au niveau diplomatique, pour que notre point de vue passe. Vous avez vu que, sagement, les autres chefs d'État de la SADC n'ont pas condamné le Rwanda. Mais, oui, mais cette question a tiqué l'opinion publique. Mais pourquoi, comme Anthony Blinken, la SADC ne condamne pas ouvertement le Rwanda? À juste titre. Pourquoi? Non. Mais la SADC nous a donné une passe en or. La SADC a dit qu'elle allait poser le problème au plus haut niveau. C'est l'ONU qui doit condamner. Ce ne sont pas les petites organisations sous-régionales. D'autant plus que nous avons des pays qui appartiennent aux deux organisations, à l'EAC et à la SADC, comme la Tanzanie. La République de Tanzanie fait partie non seulement de l'East African Community, et elle fait partie également de la SADC. Et donc, sur ce point de vue, il y a donc le chevauchement entre les deux visions. Nous sommes membres de l'EAC, de la CIRGL, avec le Rwanda qui nous agresse. Donc, c'est malvenu, ce serait malvenu pour une autre organisation de dire ces choses là-bas, mais
le plus important, c'est que le président de la République, étant devenu président de la SADC, il aura la parole, oui, la parole puissante pour aller dire aux Nations Unies en tant que président d'une organisation sous-régionale. En tant que président de la SADC. En tant que président de la SADC, il va dire et amener cette diplomatie. Ça, c'est le plus important. Condamner le Rwandais pour ne rien faire, ça ne sert à rien. Condamner, on peut ne pas même condamner le Rwanda et donner des armes à la République démocratique du Congo pour taper sur les faux rebelles qui sont là-bas et qui sont des RDF. Vous comprenez que j'admire la politique des petits pas. Les gens critiquent parce que les gens sont des vats en guerre. Hein. Les gens ne comprennent pas que la diplomatie ne marche pas de la même manière que la rue. Dans la rue, oui, vous prenez une pierre et vous jetez sur quelqu'un et vous dites Eko Simba Kaka, Eko Zoaka Mutomoko, oh Asali, c'est que non, 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 non. En diplomatie, comme dans les questions sécuritaires, on commence d'abord par se préparer. On prépare la guerre. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes en train de demander aux jeunes, hein, parce que c'est dans la nouvelle loi de programmation que j'espère qu'on va la vulgariser bientôt. On doit recruter une nouvelle armée. Il faut qu'on recrute du monde. Il faut qu'on recrute entre 20 et 30 000 hommes, qu'on fasse une armée moderne, une armée aguerrie, une armée où il y a des forces spéciales, des commandos. Nous avons de grands officiers. Nous avons suivi le tweet du Premier ministre honoraire Bruno Tshibala qui demande la création d'une brigade spéciale pour s'attaquer au M23. Bon, pas nécessairement. Là, cette brigade, elle existait, non? C'est la brigade du feu colonel Mamadou, du feu commandant Mamadou. Ouais. Mais c'est une brigade qui avait été formée par les Belges. Qui existe. Nous avons des forces spéciales. Nous les avons. Mais il faut les déployer. Il faut justement que l'armée fasse cette réforme, cet aggiornamento, comme on dit en italien ou en latin. Il faut que ce renouvellement de l'armée passe par... Vous avez vu que le ministre de la Défense avait commencé son mandat par une grande conférence où il a invité tous les officiers à venir réfléchir sur la déontologie et la discipline de l'officier congolais, n'est-ce pas? Parce que justement... Nous devons extirper de cette armée tous ces gens qui gonflent les statistiques. Vous dites, quelqu'un vous dit, nous avons 20 000 hommes ou 21 000 hommes en Ituri, et vous allez là-bas, vous voyez qu'il n'y a peut-être pas 6 000 hommes. Parce que un officier, vous avez vu qu'on les a arrêtés, ces officiers véreux-là. On les a condamnés. Mais oui, il faut extirper cette armée de tous ces moutons noirs, des gens qui bouffent la solde des militaires, hein, des affairistes qui sont dans les zones minières, etc. Je ne crains pas de le dire. J'ai beaucoup d'amis parmi ces officiers. J'ai travaillé avec eux, avec tous ces accords qu'on a fait. Vous imaginez que chaque fois que je devais aller prendre des chefs rebelles, je partais avec un officier, n'est-ce pas? Et avec un officier de la MONUC, en ce moment-là, de la MONUSCO aujourd'hui. Donc, et comme j'enseigne à l'université, dans notre section de défense de criminels, j'enseigne les questions approfondies de sécurité et de défense. Et ces questions approfondies concernent justement le cœur d'une armée. C'est d'abord les hommes qui constituent cette armée. Tant que vous avez, par exemple, des gens qui n'ont pas la conscience nationale, qui n'ont pas la conscience qu'ils doivent défendre une cause qui dépasse leur propre vie, qui sont là pour s'enrichir, eh bien, vous ne pouvez pas créer une nouvelle armée, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, engagez-vous dans l'armée. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, dans cette loi de programmation militaire, il y a le service militaire, vous comprenez? Il y a le recrutement de nouvelles... Mais ils vont entrer dans quelle armée? Il faut qu'ils entrent dans une armée attractive. Alors, pendant ce temps, nous avons besoin de retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, doit-on faire comme faisait Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, à qui on fait confiance à l'Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, pour retrouver la paix et retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Ils l'ont fait. Faire appel aux amis. Ils l'ont fait en ce temps là-bas parce que
du temps de Mzee Laurent Désiré, il n'avait pas encore une armée. Il avait encore le conglomérat des soldats ramassés, des petits Kadogo, etc. Et des soldats ramassés à gauche, à droite qui avaient fait la coalition, qui a fait partir Mobutu. Non. Et il avait besoin de l'aide d'une armée structurée, d'armées, entre guillemets, structurées, qui sont les armées de l'Angola, qui étaient venues du Zimbabwe, qui étaient venues à son secours. Le président Kabila, lorsqu'il s'est retrouvé justement avec cette coalition, lui aussi était dans la phase de réorganisation de son armée avec tout ce qu'on lui a imposé comme vocabulaire brassicole, vous vous rappelez, mixage, malaxage, je ne sais pas quoi, comme si c'était de la matière première pour la bière qu'on malaxe. Non, non, non. Hein, et ce mixage-là, vous savez ce que ça signifiait? Ça signifiait que les soldats qui étaient issus des entités ex-RCD, ex-DSN, ne devaient pas aller travailler ailleurs. Et vous avez vu que ça continue. On nomme des commandants régiments, des gens qui doivent soi-disant protéger les leurs. Depuis quand un soldat protège sa propre tribu? C'est un soldat de toute la nation. Il faut qu'on arrête avec cette blague-là. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que demain, l'armée soit une armée républicaine. Qu'on ne dise pas, il n'y a pas de quotas, il n'y a pas de quoi. Non, il n'y a pas de système de quotas dans l'armée. L'armée doit être une armée où il y a des volontaires. On entre dans l'armée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des avancées. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, a retrouvé quand même une armée qu'il faut moderniser. Il a retrouvé une armée qu'il faut moderniser parce que cette armée a quand même gagné une guerre. La première guerre que nous avons gagnée contre le Rwanda, c'est la guerre que la brigade de Mamadou a menée. Et il était en train de vouloir faire la même chose avec les fameux ADF quand on l'a abattu. Mais donc, aujourd'hui, il faut refaire cela. Il faut redonner la montée en puissance de cette armée. Il faut la refaire, il faut la renforcer. Je me rappelle quand nous travaillions avec le général Didier Etumba, l'ancien chef d'état-major de l'armée, après l'opération Pomme Orange, justement, l'opération qui a démantelé le M23, nous travaillons sur une question de communication. On disait, mais les gens ne savent pas que nous avons une armée redoutable. Nous sommes la 11e armée. La 11e armée dans le classement en Afrique. Nous étions 8e à ce moment-là. Nous sommes descendus un peu. Donc nous ne pouvons pas faire comme si cette armée n'était pas une armée forte. Cette armée a besoin simplement d'être rééquipée, d'être réorganisée, de pouvoir aller jusqu'au bout de la réforme qu'on voulait faire. Et il faut qu'on évite ce piège-là où on pense qu'il faut que c'est là à l'Est seulement qu'il y a un problème. Non, le problème peut surgir de n'importe où. Vous vous rappelez que pour prendre Kinshasa, pour essayer de prendre Kinshasa, M. James Kabarebe a détourné un avion à Goma. Et il est arrivé, il a amené la mort au Congo central. Les gens qui sont ici à l'ouest et qui de temps en temps disent, bon, Talamakam, j'ai vu une vidéo sale de quelques hurluberlus, c'est comme ça que je les appelle. Je ne même pas revenir sur ça, hein, parce que qui sont dans la diaspora, des inconscients qui racontent des histoires à dormir debout. Oh, mais Bino Boko Koufaka Kabiso Tozomela. C'est des choses, ils ne se rappellent pas que des petits chabotés, des petits gars en bottes de caoutchouc sont venus de l'Est, ils ont traversé tout le pays et ils sont venus ici à Kinshasa pour pouvoir les occuper et de temps en temps les chicoter. Il faut que les gens fassent très attention. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ce pays est un et il doit le rester. Il faut que les gens prennent conscience que chaque fois que quelqu'un tousse de l'autre côté, l'autre attrape le rhume ici à Kinshasa. Et cela, ce n'est pas une blague. Et il faut qu'on arrête ce discours de grands lacs, comme si on parlait de grands lacs, on ne parlait pas de tout le pays, on parle seulement du côté. Vous avez vu que d'ailleurs les Occidentaux, comme ils sont malins, ils ont commencé à mettre des consulats à Goma, etc., là-bas, donc à l'est là-bas, comme si c'était un coin qui n'appartenait plus à la République. Et pourtant, les populations de l'Est vous ont montré où est-ce qu'il y a eu des manifestations anti-MONUSCO. Où est-ce qu'il y a eu des manifestations anti-M23. C'est là qu'il y a eu des manifestations. Les plus graves manifestations étaient à Bukavu, où les gens sont allés jusqu'à la frontière en disant aux voisins, nous pouvons traverser la frontière, même si nos soldats ne traversent pas, nous on va traverser. Quand on a tué ces soldats là-bas, un peu matamor, qui étaient allés défier les soldats rwandais par colère,
Et la population est allée jusqu'à la frontière. Les services de sécurité ne savaient rien faire. Aujourd'hui, à Butembo, vous avez vu ce qui est arrivé. La population en colère à cause du fait que la prison a été attaquée par les ADF, paraît-il. Et puis, il y a là-bas une force de la MONUSCO, il y a là-bas les forces de sécurité, la police. Personne n'a réagi. Et on a vu donc des gens partir. On a vu des vidéos qu'on nous a renvoyées où ces gens sont en train d'être endoctrinés. Vous comprenez la colère de cette population. Cette manière de faire, où on a dit qu'on concentre 14 000 hommes de la MONUSCO, qu'on les concentre là-bas, au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, et que les morts continuent, et qu'il y a des choses comme celles-là qui se font, où on attaque une prison là où il y a ces forces, c'est ça qu'on doit faire cesser. Il faut que cela cesse. Et ceux qui vont le faire cesser, ce ne sont pas seulement nos soldats. C'est aussi cette population qui est engagée, cette population qui est en train de dire « donnez-nous les armes, nous on va se battre ». Nous, on veut se battre. Les jeunes m'ont dit, j'étais à Bukavu, je viens de Bukavu, j'ai rencontré des communautés. Ils disent, quand est-ce que vous allez venir recruter ici chez nous? Nous voulons entrer dans l'armée. Nous ne voulons plus laisser les autres venir nous défendre, soi-disant. D'ailleurs, ils ont déjà dit que l'armée burundaise, là, on espère qu'elle ne va pas traîner plus d'une semaine. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une armée qui hier était pratiquement, qui se regardait en chaîne de faïence avec l'armée rwandaise, puisse venir dans notre pays pour combattre une milice qui est armée par le Rwanda. Donc les Red Tabara là-bas, avec les milices qui sont leurs complices, sont en train d'attaquer les hauts plateaux et d'attaquer les Banyamulenge. Vous comprenez qu'il y a des mensonges sur lesquels les gens croient que les Banyamulenge sont avec le Rwanda. Mais non, le Rwanda les considère comme des ennemis parce qu'ils les soupçonnent d'être en connivence avec le général Kayumba Nyamwasa, le dissident rwandais. Et donc, on a envoyé contre en Afrique du Sud. Les milices, oui, les milices Red Tabara sont armées par le Rwanda et sont en train d'attaquer. Et le Burundi vient se battre contre le Rwanda, donc, sur notre territoire, tout en étant ensemble, tous les deux, dans l'EAC. Est-ce que vous comprenez l'ambiguïté de cette force de l'EAC? Vous comprenez l'ambiguïté? Donc le Rwanda et le Burundi viennent se faire la guerre sur notre territoire. Qui sont les populations qui vont recevoir les bombes? Et pendant ce temps, les autorités congolaises doivent prendre quelques décisions pour réellement endiguer, mater cette rébellion soutenue par les Rwandais. Il n'y en a pas deux. On doit refaire nos forces, on doit se préparer et chasser de notre territoire tous ceux qui viennent le phagocyter et tous ceux qui viennent mettre en danger la sécurité de nos populations. C'est un devoir. On ne donne pas, on ne sous-traite pas la sécurité d'un pays. Merci. On ne sous-traite pas la sécurité d'un pays. Il ne faut pas extérioriser la sécurité. Non. Il faut faire en sorte que votre armée, notre armée, soit capable de sécuriser les frontières héritées de la colonisation et de ce beau pays où nous disons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Merci beaucoup, Abbé Bala, d'avoir accepté d'être notre invité. Beaucoup de réalités, beaucoup de vérités dites ce soir en rapport avec la situation des guerres que subissent le peuple congolais à cause du Rwanda. Depuis 1994, autant de morts sur le sol congolais, ça n'est de trop. Et là, la position prise par la RDC de rechercher les partenaires fiables pour apporter la paix dans notre pays, d'où qu'ils viennent, et a été soutenu par mon invité de ce soir, Abbé Bala. Nous avons vu les images. Le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo séjourne en Russie. Est-ce qu'il va ramener l'armement et l'armada militaire nécessaire? Et oui, pour cela, il faut intégrer l'armée congolaise. Allez vous enrôler. Jeunes gens, allez vous enrôler pour maîtriser l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pays riche qui ne doit pas être attaqué par des aventuriers de tous bords. Mesdames et messieurs, au revoir.